les élections législatives passées, vous étiez la tête de liste de la commission. Donc, aujourd'hui, les élections sont finies. Un de vos camarades, le mec à la tête de ça, il est député, c'est la liste Manco. Et voilà, on est en déclenche de plus en plus, on parle de la limite de son immunité parlementaire. C'est cette question. Et merci. Vous me permettez aussi d'aborder un sujet très douloureux pour le Sénégal. Moi, en tant que responsable de Vision Rufisque et de Vision Sénégal surtout, je suis membre fondateur de l'Initiative 2017, à côté du député maire Khalifa Sall et des autres entités qui forment l'Initiative 2017. Et c'est avec l'Initiative 2017 que j'ai été investi de liste de Manko au Sénégal dans le département de Rufisque lors des dernières élections législatives. Oui, je dis, Khalifa a été élu maire de Dakar en 2009, moi j'étais adjoint maire de Rufisque. Je n'ai jamais été membre du Parti socialiste. D'ailleurs, les seules expériences de politique en termes de parti que j'ai eues dans le passé, c'était au niveau du PIT. Je dirige un mouvement citoyen. Mes activités ne me prédestinent pas forcément à être un partenaire de Khalifa au plan politique. Mais vous savez, je regarde comment les villes, comment les collectivités évoluent à travers le Sénégal, l'Afrique et le monde depuis de longues années. Moi, vous savez, quelle chance peut avoir ce pays demain? Il faudra qu'il y ait une révolution territoriale très marquée. J'en reparlerai à l'occasion pour dire que ce n'est pas ces formes de décentralisation-là qui vont amener quelque chose, une contribution majeure dans le développement local. Non, dans un rééquilibrage territorial, non, pas du tout. Il y a énormément de choses qui manquent. Quand je parle de révolution territoriale, vous savez, on parle de la question de l'emploi. Les collectivités territoriales viables, dynamiques, compétentes, peuvent être d'un appui extraordinaire dans la génération de l'emploi, dans la création de l'emploi pertinent au niveau des localités. Elles peuvent l'être dans le rééquilibrage territorial. Tout le monde parle de la dimension exagérée de Dakar comparée aux autres. Si on met en place un programme pertinent de décentralisation, accompagné par des allocations de ressources techniques et financières conséquentes, il y a des avancées extraordinaires que ces collectivités locales permettraient de faire. Donc je disais, pour en revenir un peu à la question du maire de Dakar, je suis les collectivités locales. Vous savez, très tôt, quand j'ai observé les premiers, vous vous rappelez les premiers discours du maire de Dakar à l'époque, il disait, quelle que soit la difficulté des chantiers, il n'est pas là, qu'il ait un mandat ou deux mandats, ce n'est pas ça son problème. Ce qui importe, c'est changer Dakar pour le bénéfice des populations. Déjà, ne serait-ce que ça. C'était une rupture extraordinaire dans le discours. Pas uniquement dans le discours, dans l'attitude des autorités locales. Les autorités locales nous ont habitués à tout faire pour que, quand elles attaquent un chantier, quand certaines populations ou ceux qui sont à la base de ce problème font du bruit pour dire que on ne vous votera plus pour vous, on les sentait faire énormément de reculades. Et ça, c'était quelque chose de rafraîchissant. C'est quelque chose que tous les Sénégalais ont regardé. En plus, je pense que Khalifa Tetou s'est inscrit dans un processus très clair pour montrer que, en fin de compte, l'éthique, la vertu, la gouvernance était essentielle dans son champ de bataille. On l'a vu faire une déclaration de patrimoine. Rappelez-vous le tollé que ça avait suscité à l'époque, même chez ses partisans. Donc ça veut dire que son ancrage dans une perspective est très clair. On l'a vu prendre des chantiers extraordinaires. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, parce que moi je suis les collectivités locales. Mon métier, c'est de former les gens, c'est de faire des recherches, c'est de construire des villes. C'est ça que Allah m'a donné la possibilité de faire. Donc, je prends de petits exemples pour ne pas ancrer la discussion autour de ça. Je donne un exemple. À un moment donné, il y a eu une discussion entre la ville de Dakar et l'État au sujet de la place de l'indépendance. Mais j'étais ahuri. Vous savez pourquoi j'étais ahuri? Quand j'ai regardé les deux projets, je n'en revenais pas. Le projet de la ville de Dakar,
C'est un projet qui avait une contribution majeure au niveau de la mobilité, c'est des parkings, mais aussi au niveau de l'aménagement paysager. Quand j'ai vu que l'État se contentait uniquement de faire un aménagement intéressant, d'accord, mais qui est de loin moins intéressant que celui de la ville de Dakar, je m'attendais à l'inverse. Et ça, tout le tollé que ça va se lever. Mais souvent, les gens parlent, quand ils parlent de la mobilité, ils pensent que c'est uniquement l'affaire des routes, des échangeurs. Mais si vous construisez des routes, des échangeurs, et s'il n'y a pas de stationnement, vous n'aurez pas de mobilité. Si les gens stationnent n'importe où, vous n'aurez pas de mobilité. Si les routes sont occupées par les vendeurs, vous n'avez pas de mobilité. Je dis, sa vision était une vision complémentaire des investissements structurants pour améliorer la mobilité de la ville. Je pense uniquement ce cadre-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de violence. Un des instruments que les communes ont, que les villes ont, c'est quoi? C'est l'éclairage public. La première conférence africaine sur l'éclairage public a été organisée, il était en prison à l'époque, mais il avait ces actions dans le cadre de l'éclairage public qui avaient permis l'action. Vous avez vu un peu ce champ d'action qu'il mène au niveau de l'éducation. Certaines autorités même étaient en train de vouloir tourner en dérision la question du lait à l'école. Mais un ami me rappelait, mais à Lyon, il y a eu un programme de lait à l'école. Certains disent, ouais, mais à Montréal, il y a eu un problème de lait à l'école. Mais rappelons-nous que l'une des raisons majeures des insuffisances des résultats scolaires de certains élèves à l'école primaire, peut-être même à l'école secondaire, c'est la question de la sous-alimentation. Donc ça veut dire que les gens ne comprennent pas ça. Là, je dis donc, mais Khalifa, qui est le meilleur baromètre, qui est le mieux placé pour dire que mon maire a bien travaillé? C'est la population qui est bénéficiaire, qui l'a reconnu, qui l'a plébiscité. Regardez son statut en Afrique, qui dirige les maires d'Afrique, qui dirige les grandes initiatives au niveau des cultures locales dans le monde. Je dis, mais tout ça. Et rappelez-vous, toute la période qui a précédé sa mise en détention, c'était quoi? C'était que la ville de Dakar veut faire du pavage, l'État dit non. C'était que la ville de Dakar veut faire un emprunt obligataire, l'État dit non. Et même sur l'emprunt obligataire, quelquefois, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Quel est le principal problème des collectivités locales? Prouver, c'est quoi? Ce n'est pas les collectivités territoriales qui initient un processus d'emprunt obligataire. Mais c'est l'État qui devait être. C'est la collectivité locale qui aurait voulu arrêter et se voir obligé par l'État à continuer. Mais il y a eu un ensemble de... J'essaie de faire ça, que l'État dise non. Durant plusieurs mois, durant même plusieurs années. Et l'aboutissement logique de tout ça, c'était son emprisonnement. C'était vraiment sa neutralisation politique. Nous sommes tous les Sénégalais. Je ne le dis pas pour des raisons politiciennes. Moi, je suis dans le champ politique pour essayer de faire avancer les choses. En 2012, j'ai jeté mon dévolu sur le programme du président Macky Sall. Donc, je ne le dis pas pour ça. Je n'ai aucune affinité historique avec Khalifa et avec les partis socialistes. Mais je dis, c'est vraiment dommage. Quel gâchis. Quel gâchis. Comment, maintenant, à partir de tout ça, nous savons tous quelles sont les raisons qui militent en faveur de sa neutralisation. Il s'agit de neutraliser quelqu'un dont on presse, et ça, je vais terminer un peu sur ça par rapport à ce que je sais de lui et de ses actions, et ça m'a aussi beaucoup fait rire un peu, parce que, en fait, jamais on l'a entendu proclamer qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Mais je comprends que, au niveau de Benno Bokk Yakaar, au niveau des dirigeants de la paix, c'est de se dire, mais au fait, quand quelqu'un réussit si bien au niveau de sa ville, qui est la capitale du Sénégal, quand il réussit si bien à l'échelle continentale, quand il réussit si bien au niveau international, il ne peut être que candidat à l'élection présidentielle. Voilà, en fin de compte, c'est ça. Ça veut dire que pour le pouvoir qu'il a, qui essaie de le neutraliser, il ne peut être que candidat à l'élection présidentielle, parce qu'ayant réussi si bien à la ville de Dakar, parce qu'ayant très bien réussi à l'échelle continentale, parce qu'ayant aussi très bien réussi à l'échelle internationale. Donc,
forcément, il sera candidat à l'élection présidentielle. Et je dis, mais au fait, dans certaines de mes émissions, je disais à des amis, je m'adresse aux Sénégalais pour leur dire que des élections présidentielles en 2019 sans la participation du député Khalifa Sall, et même sans la participation de Karim Wade, ce serait une mascarade. Et je pèse mes mots. Ce serait une grosse mascarade. Pour Khalifa, j'ai été clair. Tout le monde sait qu'on tente de neutraliser quelqu'un. Même ceux qui sont dans le camp du pouvoir, ils le savent. Ils le disent, pas ouvertement, ils le disent souvent. Tout le monde sait que, et ça tous les Sénégalais le partagent, que c'est une simple volonté de neutraliser un adversaire, quelqu'un qu'on prétend vouloir être candidat en 2019. Je dis, en fin de compte, c'est clair. Mais je dis, même dans le cas de Karim Wade, ce qui est surprenant, mais où est la fameuse liste des 25 personnes qui étaient soumises à la traque des biens mal acquis? Je me pose beaucoup de questions. Mais où sont ces gens-là? Lisez le rapport sur la gouvernance publique. C'est un rapport public de l'IGE de 2013, je pense. Je demande aux Sénégalais de lire ce rapport-là. C'est un rapport public. Quand vous allez sur Internet, vous allez le voir. Vous allez comprendre qui devait être aujourd'hui en prison. Là, je vous donne ça. C'est un rapport public. Ce n'est pas les rapports secrets de l'IGE. Parce que l'IGE, chaque année, est censé sortir un rapport sur la gouvernance publique. Mais lisez ça, vous comprenez mieux. En 2013. L'IGE l'a fait aussi en 2014, mais surtout celui de 2013. Vous allez voir de véritables crimes économiques. Et les auteurs de ces crimes-là, la plupart, ils sont en train de vaquer à leurs occupations. Si Khalifa était un maire au bilan faible, médiocre, il serait parmi nous. Mais je dis, sur la question de l'attaque des biens en liquide, rappelez-nous aussi, M. Karim Wade, nous, quand même, on ne peut pas faire croire aux Sénégalais que sur cette liste de 25, il n'y a que Karim qui a quand même détruit l'économie du pays. Non, quand même, personne ne peut nous faire croire à ça. Surtout que la liste était très claire à un moment donné. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'un seul emprisonné politique, qui est Karim Wade. Pour cette seule raison, si on n'est pas à mesure d'être équitable sur ce processus, mais il faut lever tout ce qu'on lui fait peser, il faut lever tous les empêchements qu'on peut lui faire pour participer à l'élection présidentielle. Surtout que la plupart des autorités, d'alors, quand tu leur poses des questions, d'où viennent vos ressources, d'où viennent vos fortunes, mais quelle est la réponse? Bon, ça vient du père de Karim Wade. Je suis riche parce que c'est le père de Karim Wade qui m'a rendu riche. Et je dis, Karim Wade, toi, vas-y en prison parce que tu ne dois pas être riche. Ça paraît quand même extraordinaire. Je dis donc, pour toutes ces raisons, si on veut des élections présidentielles intéressantes, je dis, mais c'est de la compétition. L'élection, c'est de la compétition. Le président Macky Sall et l'APR, le Benno Bokk, ils ont une offre qu'on permette à Manko Taxawu Sénégal, à travers leur leader aussi, le député Khalifa Sall, d'exprimer une offre. Qu'on permette aussi à la coalition gagnante, à travers leur candidat Karim Wade, d'exprimer une offre. Et les Sénégalais jugeront. Les Sénégalais, en leur âme et conscience, choisiront la meilleure posture, le meilleur profil, celui qu'ils pensent être à mesure d'adresser de relever des défis. Ce n'est pas au président de la République actuelle de dire qui doit être candidat à l'élection présidentielle 2019. Non, pas du tout. Et je disais à des amis, ce sera la première fois dans l'histoire du Sénégal que les adversaires les plus sérieux d'un président en exercice sont disqualifiés. Si ce processus-là aboutit. Le président de la République d'alors, le regretté président Poète, avait quand même permis à Maître Abdoulaye Wade de participer, le doyen Majhemout Diop d'alors, de participer aux élections présidentielles. Le président Abdou Diouf a permis à tous les opposants de participer, en commençant par Maître Abdoulaye Wade, en y incluant le regretté Djibo Leyti Ka, qui sortait du PS à l'époque, en y incluant aussi l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Mais le président Abdoulaye Wade aussi en 2012, qui n'a pas participé, jusqu'au président actuel, il a pris part, avec 14 autres, tous les dirigeants significatifs de l'opposition. Je ne souhaite pas au président Macky Sall de faire moins que ça.
mais disqualifier par des procédés inéquitables les candidats de la coalition gagnante Manko Taxawu Sénégal, de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, et les candidats de la coalition Manko Taxawu Sénégal serait une première dans ce pays. Et parmi tous les présidents que j'ai cités, il est le seul à être né après les indépendances. Je pense que nous devons montrer que nos anciens ne doivent pas faire mieux que nous. Ils ne doivent pas faire moins. C'est pourquoi je demande encore qu'ils se ressaisissent. Qu'ils se ressaisissent. Autant le sort infligé à M. Karim Wade, autant ce qu'on peut appeler comme une catastrophe qu'on tente de... Cette opération de neutralisation du député Maître Khalifa Sall est une catastrophe. Je vous dis, mais qu'on dise hier qu'il n'avait pas d'immunité parlementaire, qu'on dise aujourd'hui qu'il a l'immunité parlementaire. Même ces balbutiements au niveau de l'analyse, au niveau de cette infantilisation au niveau de l'analyse, au niveau de la prise de décision dans le dossier Khalifa Sall montre clairement qu'il y a des errements extraordinaires, que le seul justificatif de tout cela, ce n'est pas l'incompréhension de l'État, non, pas du tout. C'est la tentative manifeste de chercher un moyen de le neutraliser. Tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Vraiment, ce n'est pas de la politique ce que je suis en train de dire. C'est de le simple, même tout citoyen non engagé peut le dire très facilement. Demain, tu dis qu'il ne doit pas bénéficier de l'immunité. Après demain, qu'est-ce qu'on va nous servir dans 2 jours? Qu'est-ce qu'on doit nous servir dans 2 jours? C'est pourquoi je fais appel aussi aux députés. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que souvent on te dit tu es député parce que tel moo la jox teranga. Mais tel, pour mu jox la teranga, il a constaté que tu as une base. Il a constaté que les populations te font confiance. Donc, tu as travaillé. Parce que s'il était sûr que s'il investit des candidats, ils ne seront pas élus, il ne les investirait pas. Donc, il y a daf ko jaarale ci loxom. Mais teranga yi suñu borom la ko jox. Te yaa ko liggéeyal sa bopp. Ki la jox teranga nag, même bu fekkee ne jox na la teranga, xanaa dafa am lu mu gis ci yow. Certaines des vertus, des engagements, du courage. Moo tax mu jox la teranga. Raison de plus. Bu leneen bu ci bëggee boole leneen loo xam ni mën na la xañ li tax nit ñi naw la nga janoog nga xool nag rek sa borom. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et c'est pourquoi je suis souvent très sidéré quand j'observe ce qui se passe au Sénégal. J'ai l'impression qu'on ne peut plus, les Sénégalais ne peuvent plus être meurtris. Parce qu'il y a tellement de faits qui se passent dans ce pays et qui auraient exigé de nous tous qu'on soit fortement meurtris. J'ai l'impression qu'on a perdu cette force à nous rendre vraiment amers, à nous rendre complètement meurtris de certaines situations. On ne le mérite pas, ce pays ne le mérite pas. Nous pouvons. Je dis une chose, moi je dis que, en fait, il n'y a rien de plus noble que la politique. Certains des amis que je connais, bon, certaines des populations, des gens que j'entends, je les entends souvent dire même que l'acte sur Khalifa et sur Karim, c'est des actes politiques. Moi, je me dis, je ne pense même pas que c'est des actes politiques. Ce ne sont ni des actes juridiques, ni des actes politiques. Moi, je me dis que ceux qui font le métier de la politique, moi, je pense que la politique peut être quelque chose de très noble. Quelquefois, quand je voyais des personnes qui, dans une émission, n'ont pas les mêmes prises de vie, mais en dehors de l'émission, ils se font des accolades, et ça paraissait sincère. Je dis, ils ont raison. Ils partagent un métier. Ils consacrent au moins 90% ou 70% de leur temps à l'activité qui consiste à faire la politique. Ces personnes-là doivent être des amis. Parce qu'ils partagent un métier, ils partagent une préoccupation, même si ce n'est pas un métier, mais c'est une préoccupation. C'est une façon de faire. Ils ont tous l'ambition de servir la population. Tout le monde n'a pas que dans un tel contexte, qu'on puisse avoir la seule ambition d'humilier, de façon gratuite, de détruire la réputation de quelqu'un.
Non, je pense que c'est trop, c'est immense. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un acte politique. Tout ce qui est arrivé à... J'en suis presque convaincu que si, sur la traque des biens matiques, quand après l'épisode Karim Wade, on avait continué le processus pour être équitable, aujourd'hui peut-être, même l'attitude du président Wade serait différente. Les personnes souvent ne comprennent pas, ils disent, mais ils ne comprennent pas pourquoi le président, la réaction du président Wade. Je dis, mais moi, ce qui me surprend, c'est ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne comprennent pas la réaction du président Wade. Quand même, ce qu'il a vécu à travers le cas Karim Wade, encore une fois, il est très difficile de vivre cela et de quelque temps après de faire comme si de rien n'était. Pour des questions de dialogue. Non, je pense que moi je voudrais bien qu'on se ressaisisse un peu sur ces deux dossiers. Je suis presque convaincu que celui qui sera élu président de la République du Sénégal en 2019, personne ne le connaît. Seul Allah peut dire qui sera. Seul Allah peut dire qui sera président de la République du Sénégal en 2019. Et s'il dit que ce sera Omar Cissé, ce sera Omar Cissé. S'il dit que ce sera Khalifa Aboubacar Sall, ce sera Khalifa Aboubacar Sall. S'il dit que ce sera Macky Sall, ce sera Macky Sall. En 2011, le président Macky Sall, qui est aussi un ami, était loin de pouvoir s'imaginer qu'il serait président de la République du Sénégal. Quels qu'auraient été les systèmes de blocage artificiel, il n'aurait pas pu empêcher qu'il accède à la magistrature suprême si Dieu le veut. Ça doit être pareil en tout temps. C'est pourquoi aujourd'hui parler de levée de l'immunité parlementaire, de non-levée de l'immunité parlementaire, de procès du député Khalifa Sall, pour moi c'est des épiphénomènes. Vous savez quel est le phénomène? Quel est le véritable problème? Pourquoi avoir fomenté toute cette tentative pour neutraliser quelqu'un qui a été plébiscité par les populations, quelqu'un qui a été adopté par le continent, quelqu'un reconnu sur le plan international, quelqu'un qui a fait faire des avancées extraordinaires à la ville de Dakar. Je dis, mais cette sanction, elle n'est même pas contre ce quelqu'un, c'est contre les populations. Je vous dis donc, qu'on parle de caisse d'avance, je dis non, puis tout ça, il n'y aurait pas eu la caisse d'avance, il y aurait quelque chose d'autre. Il n'y aurait pas eu le levée de l'immunité parlementaire, il y aurait quelque chose d'autre. Quand on a comme seule ambition d'écarter quelqu'un, surtout que aujourd'hui les moyens de police et de justice sont du côté de l'exécutif. Je pense que quand on n'a que cette ambition, il est très difficile de ne pas trouver un prétexte pour cela. Donc, c'est bien dommage. Et j'espère qu'en dernier ressort, au dernier moment, il y aura un sursaut qui puisse permettre à l'exécutif, au Benno Bokk Yakaar, au président de la République, à l'APR, de se ressaisir, de savoir que, au fait, celui qui doit être combattu, c'est la pauvreté. C'est le chômage et le sous-emploi massif. Mettons notre énergie dans ces chantiers-là. Vous avez vu ce qui est arrivé à nos fils, à nos enfants, à nos frères en Libye. C'est honteux, c'est humiliant, c'est dégradant, c'est une catastrophe. Et cela, pensez que nous en sommes, nous ne sommes pas partie prenante, mais c'est les mauvaises actions, les mauvaises politiques qui prévalent dans nos différents pays africains qui poussent nos jeunes à espérer des lendemains meilleurs ailleurs. Vraiment, si nous avons de l'énergie, je voudrais que cette énergie soit consacrée à ça. Consacrée à comment trouver de l'emploi décent et durable à nos jeunes. Comment éliminer la pauvreté dans ce pays. Comment faire reculer l'analphabétisme. Voilà les chantiers qu'il faut avoir. Et ça, toute cette énergie doit être... Même si on y consacrait toute notre énergie présente et future, ce ne serait pas suffisant.
Donc je me pose des questions. Comment devant de tels chantiers, on est en train de vouloir mobiliser toute cette énergie pour essayer de disqualifier par des procédés, par des arguties des candidats à l'élection présidentielle. Je pense que ce n'est pas galant. Et ça ne sert pas le pays. Et là, j'aimerais aussi aborder deux questions qui sont aussi liées à ça. On a beaucoup parlé de, tout cela, ce procède de la volonté du président de la République d'avoir un second mandat. Mais ce n'est pas un problème de nombre de mandats pour changer le pays. Il y en a qui ont fait, Mugabe a fait 37 ans, est-ce qu'il a changé le Zimbabwe dans le bon sens? Le regretté Cheikh Anta Diop n'a pas été président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, nous nous en référons tous. Nous nous référons tous de lui. Le Cheikh Ahmadou Bamba, qui a marqué l'Afrique. Non. Même avec 2 ans de pouvoir, on peut changer un peuple. Même avec 2 ans de pouvoir, on peut changer le peuple. Est-ce que les 20 ans d'Abdou Diouf ont changé le Sénégal? J'en doute. Aujourd'hui, quand Abdou Diouf vient à Dakar, peut-être même il va raser les murs. Quoi qu'on puisse dire sur les errements, les erreurs du président Wade. Mais ces 12 ans paraissent avoir été beaucoup plus positifs pour le Sénégal que les 20 ans d'Abdou Diouf. Est-ce que donc c'est le nombre d'années au pouvoir qui est important? Ce n'est pas le nombre d'années, c'est qu'est-ce que tu fais du pouvoir. Ce n'est pas 12, 15, 17, 20 qui est important. Certains ont fait que 2 ans, 3 ans. Ils ont changé le peuple. Si durant les 2 ans ou 3 ans que tu es au pouvoir, tu prends des actes forts qui peuvent marquer définitivement ce pays-là, pour changer définitivement les comportements. Encore une fois, pour changer définitivement les comportements. Souvent, on est en train de dire, ce n'est pas le fait de construire une autoroute. Non, ce n'est pas ça qui va changer le pays. Qu'on ne se trompe pas. Même un État voyou pour construire ça. Ça, c'est les infrastructures. Si tu as de l'argent, tu peux le faire. Mais ce qui est difficile à changer, c'est changer les pratiques, les mentalités, les comportements. Tu ne peux pas les changer en 2 ans, en 3 ans. Mais tu peux poser des actes tellement forts, même si tu perds le pouvoir par après. Et les populations se souviendront 10 ans ou même 50 ans après ou 20 ans après que c'était des actes qui répétés pourraient permettre d'immenses changements dans la durabilité dans le pays. Donc ce n'est pas le nombre d'années. Et pourquoi ce que je dis est extrêmement important? Parce que quand durant ton premier mandat, tu jettes tu mobilises tes énergies pour avoir un second mandat. Mais tu as perdu 7 ans. Tu as perdu 7 ans où tu peux prendre des actes importants. À quoi si tu penses consacrer ton second mandat au travail, non, pourquoi tu ne pourras pas le faire? Parce que pour avoir ce second mandat, tu as posé des actes qui vont te poursuivre juste durant ton second mandat. Et peut-être que, en t'évertuant uniquement à avoir un second mandat, durant le second mandat, tu vas peut-être t'évertuer uniquement à chercher qui va te remplacer. Quand est-ce que tu travailleras? Tu ne travailleras jamais. C'est un faux débat, la question du nombre de mandats. 7 ans qu'il a eu, c'est déjà important. On peut marquer un pays, on peut changer les pratiques, on peut être équitable, on peut être intransigeant sur les approches, on peut mobiliser le pays au travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est de ça le Sénégal a besoin. On ne peut pas continuer à cette façon de vivre-là. Même si, demain, cessons de croire que, en dirigeant un pays, on doit se limiter à montrer des réalisations sous forme de trophées. Non, ce n'est pas ça qui change un pays. Allez-y dans les pays développés. Quand vous allez dans un pays développé, vous pouvez avoir toutes les infrastructures que vous voyez. Quand vous les voyez faire, dans leur façon de faire, leur conduite, leur pratique, vous savez que ces gens-là sont développés. Souvent, je vous ai donné la question de la mobilité. Prenons l'exemple de la mobilité. Mais mettez les autoroutes, mettez les échangeurs. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Les chauffeurs sont même capables de monter sur des passerelles. Les chauffeurs vont quitter l'autoroute, le sens où ils devaient circuler, prendre l'autre sens. Ça, c'est quoi? C'est des questions d'éducation. C'est des questions de comportement. Même si il y avait... Un ami me disait que même s'il y avait une seule voiture sur l'autoroute, elle finira par faire un accident
Même s'il y avait... Non, c'est vous dire quoi? Est-ce que vous pensez que l'infrastructure c'est tout? Non, c'est pas vrai, l'infrastructure c'est pas tout. Il y a une infrastructure comportementale, éducative qui est souvent beaucoup plus importante. Et je pense même que c'est ça qu'on doit davantage construire. Construisons davantage les individus, les populations, avant de penser à une autre forme d'infrastructure. Parce que à ce moment-là, quand cette infrastructure viendra, ils sauront l'apprivoiser, ils sauront l'utiliser, ils sauront l'utiliser à bon profit. Un dernier point qu'il faut quand même ne pas aborder, je m'excuse d'avoir été un peu plus long, mais que je voudrais aborder. Vous savez, j'entends fréquemment les analystes politiques, les gars de la presse, dire oui, le président de la République a quand même beaucoup de talent parce qu'il a réussi à écarter ses adversaires, à détruire les partis. Que Dieu me prive d'un tel talent. Que Allah me prive de cela. Si l'opposition n'était pas bonne, on n'allait pas autoriser les partis politiques. Si l'opposition n'était pas bonne, on ne penserait pas au chef de l'opposition officielle. Si une opposition n'était pas bonne pour un pays, on ne parlerait jamais de démocratie. Mais si une opposition n'est pas bonne, ça veut dire que la contradiction n'est pas bonne. Et que des analystes, des journalistes comme vous, j'imagine que nous font les chantres d'une pratique visant uniquement à écarter des adversaires politiques, à briser l'opposition. Mais ce n'est pas un talent, c'est un talent, ou bien c'est un talent négatif et inutile pour ce pays. Une opposition saine, une opposition constructive est très bonne pour le pouvoir. Imaginez-vous ce que nous voyons au Sénégal. Au Sénégal, vous voyez des choses extraordinaires. Regardez ceux qui font de la politique un métier. Vous les voyez, c'est ñi wayal Abdou Diouf ñoo xalamal Ablaye Wade tey ñu ngi feccal Macky Sall. Quand est-ce que le président aura le bon son de cloche? S'il n'y avait que des laudateurs, qu'est-ce que ce pays serait? Comment le dirigeant, l'autorité, le décideur comprendrait réellement le sens de ses actes, la portée de ses actes? Comment il le comprendrait? C'est même un service pour lui. Donc, encore une fois, messieurs les analystes, messieurs les journalistes, cessez de nous baratiner ce fait que, oui, ça c'est un talent, avoir réussi à détruire le Parti socialiste, non, ce n'est pas un talent. Sinon, c'est un talent qui n'est pas positif. Une opposition est très bonne pour un pays et surtout très bonne pour une autorité exécutive, pour un président de la République, pour quiconque est à la tête d'une institution, dirige quelque chose, avoir de la contradiction. C'est très positif, surtout c'est très positif pour le peuple. La laudation, la seule laudation, ne développe pas un pays. Mais merci, c'est à moi de vous remercier. Je ne sais pas, peut-être qu'on a débordé un peu, mais parce qu'on avait quand même beaucoup de sujets sur lesquels je tente de donner mes aperçus, mes enseignements, mes compréhensions. Et le tout, j'espère que ça peut profiter à la population. J'espère aussi que ça... Bon, il y a un sujet qu'on a moins abordé, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on a abordé et qu'on pourra aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup.